Alors, donc, ce qu'on a décidé ensemble, là, c'est de faire cette présentation plutôt sur un format interview. Les slides, c'est un peu un décor pour voilà, animer les choses, donner encore un petit peu plus de sens. Pour commencer, est-ce que tu peux déjà nous parler un petit peu de Linkso, qui est une jeune marque en plein boom? Oui, tout à fait. Alors Linkso, c'est un agrégateur financier et un assistant financier personnel. Donc c'est un produit qui existe à la fois sur application iPhone et Android. iPhone, iPad, donc iOS et Android. Mais également sur le web. Et qui vous permet en fait, je l'utilise personnellement tous les jours, qui vous permet donc de grouper tous vos comptes bancaires qui viennent de banques différentes à un seul et même endroit, et en fait de pouvoir surveiller toute votre activité bancaire facilement, rapidement, sans effort. En plus de cette surveillance-là, en fait, ce que ça vous apporte, c'est qu'on fournit une analyse supplémentaire. Donc sur vos habitudes de dépenses, combien vous dépensez par mois en alimentation, par exemple, votre capacité d'épargne, combien d'argent vous êtes capable de mettre de côté chaque mois. Alors déjà, bon, ma première, effectivement, justement, on a commencé à travailler ensemble sur un test utilisateur à distance, qui est le cœur de métier historique de Fairpexion. Alors peut-être pour commencer à poser le décor, est-ce que tu peux nous redonner les objectifs de ce test? Ouais, bien sûr. Alors, chez Linkso, on part du principe que la première impression est déterminante et qu'on a très peu de temps pour faire nos preuves. C'est-à-dire quand une personne ouvre l'app, souvent on navigue sur le store, on télécharge tout un tas de choses, puis quand on l'ouvre, on décide dans les X secondes si on va la garder ou pas. Donc on se disait, ce serait bien déjà pour commencer de savoir ce que pensent les gens au téléchargement de l'app. Donc c'était le but de notre première étude. Donc voir comment la première expérience se passait. C'est assez complet, on a essayé de répliquer du téléchargement, en fait l'expérience complète du téléchargement de l'app, c'est-à-dire en regardant sur les stores, est-ce que les descriptions sont compréhensibles, est-ce que les vidéos sont utiles, ce genre de choses, jusqu'au téléchargement de l'app et à l'utilisation au concret. Donc c'est ça. Nous, notre but en fait finalement en interne, c'était d'améliorer l'expérience, hein, tout simplement. C'était de rendre la chose, de s'assurer que la personne comprenne bien ce qu'il y a dans l'app, s'assurer est-ce qu'elle trouve ça utile, avoir cette réponse-là, voir ce qu'on pouvait faire de meilleur, tout simplement s'améliorer. Excellent. Et donc l'idée, c'était de partir de l'existant à ce moment-là. Alors, on va revenir un peu sur cette idée tout à l'heure, mais peut-être que tu peux quand même nous dire déjà ce que vous avez appris lors de ce premier test utilisateur. Euh, on a appris pas mal de choses. Je crois que c'était un test utilisateur qu'on a fait sur 15 personnes, si je me souviens bien, et on a eu un nombre de retours assez important, la plupart très qualitatifs. 190 si tu veux. Ouais, alors en fait, le mieux, c'est que je te montre rapidement. Complètement improvisé, bien sûr. Il a passé sur la plateforme et je m'y attendais pas du tout. Sans doublage. Est-ce que les 3 micros en même temps, ça marche? Je dirais On non. va faire non. Nous, on a une méthode en interne qui fait qu'on récupère tous les feedbacks, on les analyse, on fait un travail similaire en fait. C'est pas une question de confiance, c'est une question d'habitude. Il se trouve qu'en l'occurrence, qu'on a eu des résultats extrêmement proches de ce qu'il y avait là. Donc je trouve ça bien personnellement de vous montrer les résultats ici. Et donc, ce qui m'intéresse en fait de vous montrer, c'est plutôt... Tu veux voir les retours? Ouais. Enfin, voir les retours, d'abord toutes les étapes. Je pense que c'est un... Donc comme je vous le disais, en fait, on a découpé le premier test utilisateur sous forme d'étapes. Première étape étant la découverte sur le store d'application, c'est ce que je vous disais, l'arrivée sur le premier écran. Donc le premier écran, en fait, c'est la création de compte. Ensuite, on a la connexion à la banque, parce que si on ne connecte pas notre banque dans l'application, ben, il n'y a pas grand-chose dedans, ça ne sert pas à grand-chose. Donc c'est déterminant. Et après, bon, ça nous intéressait, mais on avait pas mal de data déjà sur le tunnel d'acquisition. Ce qui nous intéressait, c'était surtout la suite. Et en fait, la raison pour laquelle je vais vous montrer ça, en fait, c'est que toute cette étape-là, de l'étape 4 à l'étape 7, c'est à ce moment-là, en fait, où on a eu le plus de retours critiques. Même l'étape 6, ça fonctionne plutôt bien, mais il y avait quand même un tas de choses à modifier. Il y a l'étape 9 aussi, qui est l'analyse de l'épargne, en fait, qui a un écran séparé, qui fait partie de la première expérience, qui est fortement problématique, ça on le sait. Mais néanmoins, en fait, mon point, c'est que de l'étape 4 à l'étape 7, qui est représenté physiquement dans l'application, qui était,
représenter physiquement l'application par la même page, c'est-à-dire le premier écran, était problématique. Et en fait, pour vous donner un exemple très concret, Vous voyez bien au fond, enfin, vous arrivez à lire? on peut zoomer. Oh, super, merci Anaïs. Et donc, là on est à l'étape 5, donc entre l'étape 4 et l'étape 6. Si on prend un retour... Voilà, le premier est pas mal, d'une personne qui s'appelle Morgane. Il faudrait moins de fonctionnalités quand on découvre l'application. Ça, c'était le plus gros défi qu'on a rencontré en fait, c'est que, alors vous voyez l'écran en tout petit ici, avant on n'avait pas de système de navigation, on avait un système de navigation mais pas de barre d'éléments de navigation type menu. Le problème qu'on a rencontré, qui a remonté de manière importante dans les tests, c'est j'y comprends rien, il y a trop de choses, je suis perdu, où sont mes comptes, ce genre de choses. Et lui, je trouve qu'il le résume pas mal, c'est moins de fonctionnalité, c'est le sentiment d'étouffer. Donc c'est pas mal ça qu'on a appris durant ce premier test. Enfin, du moins, c'est le principal. Excellent, je te rends le micro. Bon, bah, il a l'air vachement bien ce test, si je veux me lancer des fleurs, mais finalement, après, vous êtes remonté à une réflexion un peu plus stratégique. Et bah, pourquoi, si tu avais déjà des résultats intéressants Oui, alors après, en fait, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a fait un travail de design itératif, c'est-à-dire qu'on a pris les enseignements, on les a transformés concrètement en changement d'interface, changement de système de navigation, changement de certains écrans, pour répondre aux problématiques utilisateurs qui étaient listées. Il s'avère que donc tout ça, c'est quelque chose qu'on a testé, je crois qu'on a fait à la suite de ce test-là, on a fait des premiers designs, et le design itératif, c'était 4 étapes de test, quelque chose comme ça. Donc quelque chose de quand même assez formel. Et à la suite de ça, ce qui s'est passé, c'est qu'on est allé live en production, et on a reçu un volume de commentaires qui était extrêmement important, auquel on ne s'attendait pas. Alors quand je dis commentaires, c'est des retours sur les stores, c'est des feedbacks à l'équipe support, c'est des gens qui nous contactent en direct parce qu'on est en contact avec des utilisateurs au quotidien pour recueillir des commentaires. Et l'enjeu des feedbacks qu'on recevait, c'est pas le problème de recevoir des feedbacks. À chaque fois qu'on fait des changements, on reçoit des feedbacks et c'est excellent. C'est plutôt le volume et le fait qu'ils soient extrêmement polarisés. Dans le sens que certains commentaires nous disaient c'est fabuleux ce que vous avez fait, c'est génial, ça change ma vie, je suis super content, blablabla. Et d'autres qui nous disaient qu'est-ce qui se passe, qui sont vos designers, si je pouvais leur mettre une claque, je le ferais bien. Ouais, alors ça c'est pour vous montrer les changements qui ont été opérés. Donc à gauche, l'app version 2017, à droite, l'app version 2018, ça a encore un peu évolué depuis. Quand je vous disais pas de système de navigation à gauche, c'était que tout était sur la même page, toutes les pages accessibles par des petits modules. À droite, l'introduction d'une barre de navigation en bas, c'est standard finalement, et l'accès au compte directement depuis la première page, ce qui était quelque chose qui était la priorité numéro 1 de nos utilisateurs dans les feedbacks qui ont été remontés. Et donc quand je parle de feedback utilisateur, c'est ce genre de choses. On a des 5 étoiles et des 1 étoile pour exactement le même changement. Et ça, pour nous, ça a été difficile à interpréter. C'est pour ça qu'on est remonté à un niveau stratégique plus haut. On s'est dit, les gens sont à la fois très mécontents et extrêmement satisfaits. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qu'on a manqué. Il faut qu'on remette certaines choses en question. Ouais, du coup, je peux pas tant que ça me jeter des fleurs, parce que visiblement, en partant du test utilisateur, vous avez satisfait, si je caricature, la moitié des utilisateurs et insatisfait l'autre moitié. Alors, sur cette partie, pour conclure peut-être sur cette partie de test utilisateur, test de l'existant, quels sont les pièges qu'on aurait pu éviter ensemble pour que tu descendes pas après un design qui se retrouve si polarisant? Alors avec le recul, c'était un problème de ciblage. On a eu un ciblage extrêmement large qui était volontairement demandé par Linkso parce qu'on avait des contraintes de temps très importantes. On voulait des feedbacks rapides, ça correspondait à certains objectifs internes. Mais c'est le ciblage en fait. C'est l'échantillonnage des utilisateurs choisis pour les tests. Que ce soit les tests réalisés avec vous ou les tests réalisés en interne. Ok. Du coup, on passe à une deuxième méthode en fait, qui est finalement, tu l'as dit, qui était de reprendre de la hauteur, de mieux connaître vos clients finalement, comprendre pourquoi il y avait 2 groupes, voire potentiellement plus. Alors, quelle méthodologie on a décidé de mettre en place ensemble? Et est-ce que tu veux que j'avance? Oui, on peut. Alors la méthodologie qu'on a choisie, en fait, c'était quelque chose qu'on voulait déjà faire avant, c'était savoir qui étaient nos utilisateurs.
Pour les réaliser, en fait, ce qu'on s'est fixé comme objectif, c'est définir des personas. C'est assez standard comme livrable UX. Voilà, on voulait le faire depuis longtemps. On l'a pas fait précédemment à cette étude et on l'a regretté par la suite, mais ça fait partie des apprentissages. Donc la méthode qu'on a mis en place, en fait, on a fait pas mal de recherches en interne. Il y a des standards dans l'industrie UX. On a essayé de s'appuyer là-dessus au maximum en le personnalisant en fonction de nos contraintes. Donc on a découpé ça en 2 grandes étapes. La première, une étude quantitative à partir des résultats dont on disposait en interne, des données dont on disposait en interne. Et la deuxième étape, une étude qualitative. Donc le but ultime en fait, du quantitatif, c'était de formuler des hypothèses sur qui étaient nos utilisateurs. Hypothèses qui valent ce qu'elles valent parce que c'est notre interprétation sur des données, ça peut être extrêmement faussé. Et l'étude quali, en fait, c'était avec vous, donc l'idée c'était de valider les hypothèses qu'on avait et de se confronter à la réalité, en fait, parce que tant qu'on se confronte pas au concret, ça vaut pas grand chose. Alors comment on s'y est pris? Je peux détailler un petit peu si tu veux chacune des étapes. Je pense que oui, j'ai l'impression. Alors, l'étude quanti, en fait, ce qu'on a fait, d'abord, on a fait un état des lieux de toutes les données qui étaient disponibles. On a des données en base, forcément. On utilise des outils type Mixpanel, qui sont des outils analytics, en fait. On a des outils de type Braze qui sont CRM. On a du Facebook, du Apani, enfin, tout un tas de choses. D'abord, c'était une espèce de cartographie géante de se dire, OK, qu'est-ce qui est à notre disposition comme information? Ça, c'était la première étape. L'état des lieux, c'est aussi quel effort on veut mettre pour la récupération de ces données-là. Si on va chercher des données en base, ça peut durer des mois et des années en fait. Il n'y a quasiment aucune limite en termes de temps. On peut aller s'amuser à se dire je vais chercher absolument tout ce que j'ai, 100% des datas, et puis je vais les croiser de manière complètement folle jusqu'à trouver ce que je cherche. L'idée, ça a été de se dire ok, le temps qu'on dédie à ça, c'est X, et puis on va remonter quelque chose dans ce temps-là. Donc l'état des lieux, c'est à peu près ça. La définition, c'est l'étape la plus critique en fait. Et je dis critique en fait parce qu'on y est revenu plusieurs fois en changeant des variables là-dessus. Cartographier ses utilisateurs, c'est cool, mais encore une fois, il faut définir le cadre de jeu, le carré de sable. On peut aller super loin. Nous, ce qui nous intéressait dans le cadre de cette étude, et je dis bien dans le cadre de cette étude parce que dans le fond, tous nos utilisateurs nous intéressent, mais c'était plutôt de savoir de comprendre un peu mieux les utilisateurs qu'on a un peu laissé tomber dans le premier test finalement. Donc qui étaient nos utilisateurs fidèles, ceux qui sont là un peu tous les matins et qui se lèvent et qui utilisent l'application. Donc par utilisateur fidèle, qu'est-ce qu'on entend? C'est quelqu'un qui était là il y a un certain temps. Alors pour nous c'était il y a 6 mois. On se dit quelqu'un qui a eu une création de compte et qui a ajouté sa banque il y a 6 mois. Je dis bien ajouter sa banque parce que comme je vous le disais tout à l'heure, si la personne n'ajoute pas sa banque, l'application ne sert pas à grand chose. Et qui était MAU. Donc MAU, c'est Monthly Active User, qui était présent dans les 30 derniers jours. Donc si la personne était là il y a 6 mois, et qu'il y a 30 jours ou il y a une semaine, peu importe, elle était encore là, bon, on peut se dire que quand même, elle est quand même intéressée par les Linkso. Donc c'est ça notre définition d'utilisateur fidèle. La deuxième chose, ça a été de définir une période de collecte. On veut une donnée qui est fraîche, en fait, qui est assez récente. C'est sûr que ça nous intéressera de remonter sur toute l'historique de Linkso. Mais encore une fois, ça prendra un temps de dingue. Donc on s'est dit, 6 mois, c'est assez frais. Et c'est assez large pour avoir quelque chose de solide. Alors 6 mois, on n'a pas pu aller chercher toutes les données sur 6 mois. Des fois, des volumes comme des transactions, c'est trop de données à aller chercher, à analyser, à processer pour se faire rapidement. Donc il y a certaines datas sur lesquelles on a choisi des périodes de 3 mois, d'autres datas des périodes de 6 mois, d'autres des périodes de 9. Mais globalement, 6 mois, c'est la moyenne de collecte à peu près. Voilà, définition. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? S'il y a des choses importantes. Peut-être beaucoup parlé de la partie quanti là, peut-être un peu plus. Ouais, tout à fait. Donc c'est ça. Donc pour finaliser là-dessus, on a défini tout un tas de choses. Une segmentation basée sur les usages, notamment dans la collecte, pour aller chercher les pros d'un côté, les persos de l'autre, ceux qui utilisent beaucoup l'app, ceux qui utilisent moins l'app. On a cherché, collecter toutes ces données. Donc là vraiment c'est un travail de fourmi. On va creuser, on va aller éliminer les outliers. Enfin il y a quand même beaucoup de travail. C'est pas juste aller chercher la donnée comme ça. Et tout ça, en fait, ça nous a donné une liste de données, des tableaux de données par segment. Et on a commencé à éplucher ça en mode détective pour formuler des hypothèses. Ces hypothèses-là, on ne savait pas ce qu'elles valaient, s'ils étaient réelles ou pas. Et c'est à ce moment-là qu'on a frappé à votre porte et qu'on s'est dit, on a nos utilisateurs fidèles, nos hypothèses c'est A, B, C, qu'est-ce qu'on fait? Et à ce moment-là, vous nous avez dit, pas de problème, on va faire un cahier, on va rencontrer les gens, on va parler aux gens, et puis on va voir ce qu'ils nous disent. Et donc c'est ça que vous avez fait, si je me souviens bien, c'était 20 utilisateurs, interview téléphonique, donc c'est vraiment des utilisateurs qui... Pardon ?
Donc, c'est des utilisateurs qu'on a recrutés, nous, basés sur un sondage, donc sur du volontariat. On vous a fourni cette liste d'utilisateurs, vous les avez appelés, c'était, il me semble, une trentaine de questions par utilisateur. En fonction de la personne qu'il y avait en face, ça durait entre 30 minutes et 1h15. Et puis, ma foi, il s'en est ressorti des choses super pertinentes pour nous, parce qu'on a eu des confirmations, des choses, justement, des hypothèses qui étaient fausses de notre côté, pourtant basées sur des vraies données, et voilà. On sait un peu mieux à qui on parle maintenant, grâce à ça. Voilà, dans un instant, on va faire les surprises, mais peut-être pour résumer les épisodes, pour s'assurer que vous avez bien tout le tableau. Donc, on a fait un premier, on va assez vite, t'inquiète pas sur le timing. On a donc fait un premier test qui était sur l'expérience vécue la première fois, qui était intéressant et qui a permis d'optimiser cette première expérience. Mais parce que le ciblage, justement, était concentré sur des nouveaux entrants, avait exclu finalement les utilisateurs existants. Et dans ces utilisateurs existants, en fait, on s'aperçoit qu'il y a déjà une grosse diversité. Enfin, ne serait-ce qu'au niveau quanti, on a déjà 3 profils qui ressortent. Et avec des gens qui ont parfois des usages extrêmement fréquents. Enfin, ça, tu vas nous en reparler. Et c'est ça qui a amené finalement, quand il y a eu cette phase de redesign, à finalement partir d'hypothèses qui étaient plus liées aux primo-accédants et donc à mettre de côté ces utilisateurs existants. D'où cette volonté de recul de la part de Linkso. Et ça, on ne sait pas pourquoi ça arrive. Probablement parce que j'ai mis ma veille trop tôt. Hop. Alors, ouais, c'est bien. Et là-dessus, effectivement, on part sur un Kali tel que tu l'as décrit ensemble, et donc on en arrive au résultat. Alors peut-être pour commencer, pour on va dire, qu'est-ce qui a été les plus grosses surprises? Tu as un petit peu fait allusion à ça, des choses qui étaient remises en cause. Les plus grosses surprises, tu veux dire de manière générale, hein? Pas, ok. Ouais. On avait un segment assez inattendu en fait. On supposait pas l'existence d'un tel segment. Alors ce segment-là, pour vous préciser un petit peu, c'est des gens qui viennent sur l'app de manière très occasionnelle, c'est-à-dire 1 ou 2 fois par mois, quelque chose comme ça. En interne, l'hypothèse qu'on avait, c'est on se disait, c'est pas possible de suivre ses comptes si tu viens 1 fois par mois, parce que suivre ses comptes, justement, ça implique une certaine rigueur en fait dans la consultation de son activité bancaire. Et en l'occurrence, si. C'est des segments qui existent, qui ont des besoins particuliers, qu'on a découvert grâce à cette enquête, justement. Parce qu'en fait, la problématique, c'est que sur les stores, et quand on parle aux gens, les gens qui s'expriment, en l'occurrence, on a découvert que c'était un segment très particulier. Et ces gens-là ne sont pas représentatifs de la totalité de nos utilisateurs. Donc ce que nous a permis cette étude, c'est de mettre en lumière, de cartographier un petit peu, de mettre à plat, il y a personne A, personne B, personne C. Ceux qu'on entend 80% du temps, c'est personne C, et les 2 autres existent, et il faut qu'on en prenne soin également. Voilà. Après, dans les différences, si je veux être un peu plus concret, un peu plus précis, dans les différences, et ça peut se révéler que dans le Kali, c'est les différences de mentalité. Le goût de la gestion s'est révélé dans certains segments et pas dans d'autres. Et ça transparaît pas dans les chiffres. Tu dis le coût ou le goût, pardon. Non, très bien. Voilà, la passion en fait. Il y a vraiment un engouement pour la gestion financière dans certains segments, pas du tout dans d'autres. Ça se reflète par le nombre de connexions. On aurait pu avoir cette hypothèse-là. Mais quand vous avez parlé aux gens, parce qu'on l'a entendu aussi, parce que les enregistrements, ça a été enregistré, ça transparaît de manière assez incroyable. Et tant mieux, j'ai envie de dire. C'est intéressant de se dire que, effectivement, au-delà de ce qui avait été révélé, notamment avec les remontées de feedback spontanées, il y a des populations silencieuses, et ces populations silencieuses ne sont pas forcément issues des mêmes segments. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus sur... Enfin, je sais qu'on rentre dans la partie plus confidentielle, mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce profiling, peut-être le nombre de profils au final, et 2-3 exemples si tu peux, bien sûr. Ouais, alors quand on est venu vous voir, on est venu avec 4 segments particuliers, 3 segments de perso, enfin ce qu'on appelle perso, c'est des gens qui utilisent Linkso dans le cadre de leur vie personnelle, familiale, et un segment de pro. Ça, ce sont les 4 que vous avez interviewés. Il s'avère que au final, on n'a gardé que 3 user groups.
les 3 persos. Pourquoi ? Parce que les gens qu'on avait identifiés comme des professionnels ne le sont pas vraiment. Du moins, ils ajoutent leur compte sur Linkso. La frontière est très floue. Ils ajoutent leur compte sur Linkso parce que ils ont aussi une entreprise, une PME, ils sont auto-entrepreneurs, etc. Ce genre de choses. Voilà, donc c'est ça. Au final, on a retenu que 3 segments pour être assez solide. Ça change pas leur gestion, en fait, c'est ça que tu nous dis ? Oui, quelque part, c'est ça. C'est que finalement, ils ont beau mettre des données professionnelles dans l'application Linkso, au final, ça reste un outil de gestion personnelle. Alors, il y a toujours des cas marginaux, hein. Mais dans le cadre du user group, en fait, l'idée, c'est d'avoir une cartographie globale, donc il faut mettre les cas un peu plus spéciaux de côté. Voilà, sinon, après, c'est difficile sans révéler de données. C'est pas facile. Mais vas-y. Hein. Non, les comportements, c'est le principal. Et surtout, en fait, quand on s'aperçoit que des fois, il y a des données qui sont similaires, exemple le niveau de revenu pour un segment. Il y a 2 segments qui ont quasiment le même niveau de revenu. Pourtant, les comportements sont complètement différents. Et alors ça, nous, on a eu des indices, et c'est ce qui nous a amené à formuler des hypothèses par rapport au niveau de dépenses. Le nombre de dépenses carte bleue d'un segment était bien plus faible qu'un autre, avec un même niveau de revenu. Le nombre de chèques émis, ce genre de choses, qui nous a au final poussé à se dire ces gens-là sont peut-être plus économes qu'un autre segment. Et ce sont des choses qui ont pris une autre dimension dans le calier, justement. Voilà, après, les données, je les ai plus sur le... Tu trouves quand même, quand tu dis comportemental, voilà, tu trouves au sein de l'usage de l'app des données, alors confirmées ensuite par le Kali, mais qui te permet quand même de... justement de retrouver ces segments et après de les adresser de façon personnalisée. Ouais, clairement. Ouais. Alors un exemple très concret, par exemple, ce serait l'intérêt pour le niveau de détail d'information qui est ramené. Par exemple, je prends n'importe quoi, mais le taux de rendement d'un compte épargne ou d'une assurance vie, quelque chose comme ça, tous les segments ne vont pas être touchés par cette information. Par contre, le segment qui est peut-être plus intéressé qu'un autre par la gestion financière, lui, va avoir envie de plus de détails. D'avoir un rendement annuel, avoir un rendement mensuel, ce genre de choses. C'est quelque chose qu'on n'offre pas aujourd'hui, mais que cette analyse nous permet d'envisager.